Bonsoir à tous. Je suis le narrateur et je suis ici pour vous accompagner vers le sommeil avec ces histoires effrayantes tirées de Tinder. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez-moi un commentaire. Lorsque vous serez prêt, installez-vous confortablement et détendez-vous. Tout cela s'est passé en septembre 2023, une période que je n'oublierai jamais. À ce moment-là, je terminais ma dernière année de lycée dans une petite ville du Wisconsin. Et durant les vacances d'été, j'ai rencontré un garçon nommé Mark sur Tinder. Il avait 18 ans, tout comme moi. Après quelques échanges, nous avons réalisé que nous avions été camarades de classe en seconde, mais il avait été expulsé à cause d'un scandale de plagiat. C'est du moins ce qu'il m'a dit. Honnêtement, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait autre chose derrière son renvoi. Car pour être franche, au lycée, on ne renvoie pas quelqu'un juste pour avoir copié un devoir. Grâce à mon petit boulot d'été dans un café, nous avons commencé à nous fréquenter. Et il me proposait souvent de me raccompagner en voiture, car je n'avais pas encore le permis. Même si on s'entendait bien et qu'on passait du bon temps ensemble, il était évident que Marc espérait plus qu'une simple amitié. Moi, en revanche, je ne ressentais rien de tel. Quand je l'ai vu sur Tinder, il avait attiré mon attention, mais ensuite je me suis rendu compte que je n'avais aucun intérêt romantique pour lui. Je le remerciais souvent de me ramener. Je lui avais même proposé de participer aux frais d'essence. Mais jamais je ne lui ai laissé croire qu'il pourrait se passer quelque chose entre nous. Les jours ont passé, et un soir, après une fête organisée par un ami commun, je me trouvais à nouveau dans sa voiture sur le chemin du retour, car comme toujours, il avait proposé de me ramener. Mais ce soir-là, il avait bu quelques verres, et plus on avançait, plus il devenait évident qu'il essayait de se rapprocher de moi. Une fois devant chez moi, il m'a dit que je devrais lui donner une chance, qu'on devrait sortir ensemble. C'était un moment très gênant. Je suis resté silencieuse quelques instants pour réfléchir à la meilleure manière de lui répondre, puis j'ai simplement choisi d'être honnête tout en restant bienveillante. Marc, je suis désolé, mais je n'ai pas ce genre de sentiment pour toi. Je préférerais qu'on reste amis. » J'ai vu la déception traverser son visage immédiatement. Il n'a rien dit, il a juste hoché la tête en regardant fixement la route devant lui. Mais ensuite, j'ai remarqué que sa mâchoire se crispait, comme s'il luttait pour contenir sa colère. Parfois, je me demande si j'aurais dû agir autrement, mais à cet instant, j'ai senti que c'était la chose juste à faire. Je lui ai dit au revoir. Je suis descendu de la voiture et je suis monté directement dans ma chambre. J'étais fatigué. Après avoir enlevé mes chaussures et mis mon pyjama, alors que je m'apprêtais à dormir, j'ai reçu un message d'un ami. Le contenu de ce message me semble encore irréel. Il m'écrivait pour m'informer que Marc avait pris des photos de moi dans ma chambre à travers la fenêtre. Une vague d'horreur m'a submergé, et les photos ont commencé à apparaître dans la conversation. Il y avait des clichés de moi en train de dormir, de me préparer devant le miroir, et le pire, des photos de moi nu, en train d'enlever ma serviette après la douche, de mettre mon pyjama, de me changer. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'étais complètement horrifié. Mon ami s'est excusé de m'avoir envoyé ces photos et m'a avoué qu'il avait hésité à le faire, mais qu'il avait senti qu'il devait me le dire, car Marc les avait montrés à la fête, fier de sa collection. L'adrénaline me parcourait de part en part. Mon cœur battait à tout rompre alors, et que j'essayais de comprendre ce que je voyais et lisais. Ce n'est pas possible, ai-je pensé. Je ressentais une honte profonde, mêlée de colère et d'indignation. Je me suis précipité vers la fenêtre et j'ai vérifié que les rideaux étaient bien fermés. J'ai remercié mon ami de m'avoir averti, puis la tête noyée dans la rage, l'indignation et toutes sortes de sentiments atroces qui tourbillonnaient dans ma poitrine. J'ai écrit un message à Marc. « Tu es un porc. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. » Évidemment, il a tout de suite joué la victime d'un malentendu, mais je n'avais aucun intérêt à l'écouter. J'étais furieuse et profondément atteinte. Alors je lui ai répondu « Supprime mon numéro et ne me parle plus jamais. » Puis je l'ai bloqué. Cette nuit-là, l'angoisse m'empêchait de fermer l'œil et j'ai fini par pleurer de frustration. Face
à ce que je venais de vivre. Il était évident que je ne pourrais pas dormir après ça. J'ai donc décidé de prendre un peu de mélatonine pour tenter de me calmer et de m'endormir, ne serait-ce qu'un peu. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais soudain, je me suis réveillé en entendant le bruit sec d'un carreau qui se brisait. Un sentiment de désespoir m'a aussitôt envahi. Mon instinct me hurlait que ce n'était pas un simple accident. Juste au moment où j'ai essayé d'ouvrir la porte, j'ai vu une ombre noire franchir le seuil de ma chambre. Et je suis resté figé, paralysé, mais cet instant m'a paru une éternité. Je ne voyais pas très bien à cause de l'obscurité, mais c'était clairement une silhouette masculine. Et après quelques secondes, il s'est jeté sur moi et a tenté de m'attraper. Mais il a glissé sur les éclats de verre et est tombé au sol. En une fraction de seconde, j'ai compris que c'était Marc. Et à ma plus grande horreur, j'ai vu qu'il tenait un couteau. La scène était terrifiante et, sans réfléchir, j'ai hurlé de peur. Tout s'est passé très vite. Le fracas du verre et mes cris ont alerté mon père, qui a immédiatement accouru dans le couloir. Il m'a trouvé là, debout, figé par le choc. « Qu'est-ce qu'il se passe, ma fille ? Pourquoi tu cries ?» m'a-t-il demandé paniqué. Mais avec le cœur dans la gorge, je n'ai réussi qu'à pointer du doigt la direction de mon lit. Pourtant, quand mon père est entré dans la chambre, il n'y avait plus aucune trace de Marc, seulement le silence et le chaos qu'il avait laissé derrière lui. C'était un moment chaotique. Mon père a appelé la police, et en quelques minutes, des agents et des ambulanciers étaient sur place. J'étais étourdi, sans vraiment saisir toute la gravité de la situation. Je suppose que j'étais encore un peu groggy à cause de la mélatonine, mais en sortant de la chambre, j'ai remarqué que j'avais du sang aux pieds à cause des morceaux de verre. L'adrénaline m'avait empêché de ressentir la douleur. Ensuite, on m'a emmené à l'hôpital, où j'ai passé la nuit entre confusion et angoisse. La police a eu du mal à retrouver Marc, mais ils ont fini par l'arrêter. Lors de son procès, il s'est présenté comme un garçon perdu, affirmant qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait agi ainsi. Mais le plus troublant, c'était de l'entendre dire qu'il était amoureux de moi. Cette expérience était bien trop intense à digérer. Les preuves étaient accablantes, et j'ai ressenti un mince soulagement en apprenant qu'il avait été condamné pour plusieurs crimes graves, dont effraction et tentative de meurtre. 1 an plus tard, j'ai appris que Marc avait fait appel de la condamnation pour tentative de meurtre. Même si certains éléments du dossier jouaient en sa faveur, tant d'autres confirmaient son intention réelle de me faire du mal. Finalement, la peine a été confirmée. 11 années d'emprisonnement. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de lui après, mais ce que je sais, c'est que malgré la justice rendue, je lutte encore contre le traumatisme que cette nuit m'a laissé. Et surtout contre l'angoisse de ne pas savoir à qui d'autre il a pu envoyer ses photos de moi. Chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, surtout un homme, cette peur revient. Certains me trouvent peut-être excessive ou paranoïaque, mais il y a des blessures qui vont bien au-delà du corps. Parfois, je souhaiterais pouvoir remonter le temps et ne jamais avoir donné ce match à Marc. Ainsi, il n'aurait jamais fait partie de ma vie. C'était en mars 2016 que j'ai décidé de tenter ma chance, avec les applications de rencontres. Je me suis inscrite sur une appli appelée Tinder et, après quelques semaines de discussions avec différentes personnes, j'ai fait la connaissance d'une fille magnifique nommée Valéria. Elle avait la peau mate, les cheveux bouclés et des yeux couleur miel absolument hypnotisants. Sur son profil, elle se présentait comme drôle et passionnante, et très vite, j'ai été emballé à l'idée de la rencontrer. Après seulement quelques jours de discussion, elle a proposé qu'on se voie dans un café du centre-ville, et j'ai accepté sans hésiter. Mais ce qui s'est passé juste avant notre rendez-vous m'a laissé complètement bouche bée. Le jour de la rencontre, Valéria a commencé à m'envoyer des messages étranges, pour ne pas dire déroutants. Dans l'un d'eux, elle m'a fait une révélation qui m'a glacé le sang. Elle m'a confié qu'elle était en réalité une femme trans, qui n'avait pas encore effectué sa transition. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague, mais son ton était tout à fait sérieux. Soyons clairs, je ne suis ni transphobe ni haineux, mais ce n'était tout simplement pas ce que je cherchais. Je n'étais pas intéressé à sortir avec une femme trans. Tout simplement, elle a insisté pour qu'on se voie quand même.
disant qu'elle adorait discuter avec moi. Mais face à une telle révélation, j'ai préféré la bloquer et passer à autre chose. Une semaine plus tard, j'ai décidé de redonner une chance à Tinder. J'y ai rencontré une autre fille, Sonia, qui semblait aussi géniale que la première. On a tout de suite accroché. Au fil des échanges, elle m'a demandé si j'avais parlé avec quelqu'un d'autre sur l'appli. Un peu naïvement, je lui ai raconté l'histoire avec Valeria. Mais quelques jours plus tard, je me suis rendu compte que Sonia était en réalité Valeria, la même personne que j'avais bloquée quelques jours auparavant. Quand elle, ou plutôt Sonia, m'a proposé qu'on se rencontre, j'ai accepté, mais seulement si c'était dans un lieu public. On a donc choisi le même café que celui prévu pour ma première rencontre avec Valeria. J'avais besoin de voir cette personne en face et de lui dire clairement que je n'étais pas intéressé. J'espérais qu'elle me laisserait enfin tranquille. Le lendemain, je suis arrivé au café avec un mélange d'appréhension et de détermination. J'ai pris place à une table. Mais au bout de 5, 10, puis 15 minutes, elle n'était toujours pas là. Je commençais à m'impatienter quand, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, j'ai vu un homme de l'autre côté de la rue, immobile, en train de me fixer. J'ai essayé de détourner le regard, mais quand j'ai reposé les yeux sur lui, il était toujours là, immobile, m'observait comme si rien d'autre n'existait au monde. Est-ce que ce type, c'était Valeria, ou plutôt Sonia? Ce face-à-face oppressant a réveillé en moi un pur instinct de survie. Sans réfléchir, j'ai quitté le café, enfourché mon vélo et pédalé à toute allure jusqu'à chez moi. Avec l'adrénaline qui me traversait encore le corps, j'ai tenté de me rassurer me disant que personne ne m'avait suivi. J'ai alors supprimé mon profil Tinder et essayé de reprendre le cours normal de ma vie. Et grâce au ciel, cela a fonctionné. Pendant un moment, tout semblait être revenu à la normale. Mais 3 semaines plus tard, les appels ont commencé. Les numéros qui s'affichaient sur mon téléphone étaient inconnus. Au début, je répondais, mais à l'autre bout, tout ce que j'entendais, c'était une respiration lourde, masculine. C'était profondément malaisant. Après quelques jours, j'ai cessé de décrocher. Puis sont arrivés les messages, d'abord cordiaux, demandant à me revoir, puis rapidement plus équivoques, et enfin carrément menaçants. La personne qui se cachait derrière ces messages n'envoyait pas seulement des propos obscènes. Elle mentionnait aussi mes amis, ma famille, menaçant de leur faire du mal si je ne répondais pas. La panique est montée d'un cran quand, après avoir contacté mon opérateur téléphonique, on m'a informé que le numéro utilisé était pratiquement impossible à tracer. En clair, j'avais un harceleur déterminé et il ne comptait pas s'arrêter. Finalement, après des semaines de menaces constantes, j'ai décidé de changer de numéro. Au début, cela a semblé porter ses fruits. Les appels et les messages ont cessé. Mais ce répit n'a pas duré. Les messages ont repris. J'ai alors relu les conditions de mon fournisseur, qui m'a confirmé qu'il ne pouvait identifier quelqu'un sans une pièce d'identité valide. Pendant que je tentais de gérer cette situation, un événement encore plus troublant s'est produit. En essayant de me connecter à mon compte Facebook, j'ai découvert que l'accès m'était bloqué. Presque aussitôt, j'ai reçu des messages de plusieurs amis me demandant ce qui se passait. Je leur ai expliqué la situation, mais ce qui les préoccupait vraiment, c'étaient les messages dérangeants qu'ils commençaient à recevoir sur leur propre profil. Certains contenaient des allusions personnelles et choquantes, comme des références à la mère d'une amie décédée depuis plusieurs années. Cela m'a plongé dans un profond sentiment d'impuissance. J'ai réussi à récupérer mon compte, mais j'ai fini par le désactiver pour me protéger. L'une des décisions les plus importantes que j'ai prises fut de contacter le FBI et de leur fournir tous les détails de ce que je traversais. Malheureusement, leur réponse a été décevante. Ils m'ont laissé entendre que, tant qu'il n'y avait pas de menace physique directe, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. C'était frustrant de voir tous mes efforts pour obtenir de l'aide réduits à néant. Pendant ce temps, mon désespoir grandissait. J'ai même envisagé de faire appel à un détective privé ou un hacker pour identifier mon harceleur, mais je savais que ce genre de démarche était risqué. Finalement, j'ai décidé d'ignorer les appels et les messages, en espérant qu'ils finiraient par se lasser. Mais les messages ont continué à pleuvoir. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai eu la sensation que quelque chose n'allait pas.
La porte d'entrée était entr'ouverte, les fenêtres grandes ouvertes, et une brise étrange traversait l'appartement. Je me suis senti vulnérable. J'ai inspecté chaque pièce, vérifié que rien ne manquait, que rien n'avait été déplacé de manière suspecte. Puis j'ai tout refermé en attendant que mes colocataires rentrent. Après cet incident, j'ai décidé de prendre des mesures radicales. J'ai de nouveau changé de numéro de téléphone et je suis retourné vivre dans mon état natal. Ce n'est qu'ainsi que les appels et les messages ont cessé. J'avais pris cette décision sans en parler à personne. Peut-être est-ce pour cela que mon harceleur n'a pas pu me retrouver. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse d'avoir échappé à ce cauchemar. Et depuis, je n'ai plus jamais utilisé Tinder. Je ne me souviens même plus pourquoi j'avais téléchargé cette application de rencontre. Était-ce par curiosité? Par ennui? Je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est que je me retrouvais à faire défiler les profils, glissant vers la droite encore et encore. Et puis je suis tombé sur un profil qui promettait de l'aventure et du mystère. Un alpiniste chevronné, passionné de vieux livres, avec un sourire captivant sur l'écran. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un café près de chez moi. Je me suis préparé avec plus de soin que d'habitude. Je voulais évidemment me sentir belle. J'étais un peu nerveuse, mais aussi très excitée. En arrivant, je l'ai trouvé assis dans un coin, plongé dans un livre à couverture rigide. La conversation a coulé naturellement. Nous avons parlé de voyages, de littérature, de nos rêves. Je me sentais bien en sa compagnie, et pendant un moment, j'ai cru avoir trouvé quelqu'un de spécial. Après un moment, il m'a proposé d'aller nous promener dans le parc voisin. J'ai accepté sans hésiter. La nuit était douce, et la lune éclairait notre chemin. Pendant que nous marchions, il m'a parlé de ses expéditions en montagne et de ses aventures en pleine nature. Il m'assurait que sa passion pour la nature était la raison de tous ses voyages. Il décrivait aussi les sensations qu'il éprouvait une fois arrivé au sommet. J'étais fasciné par ses récits. Mais en même temps, il me faisait un peu peur. C'était un homme intense, avec un regard pénétrant qui, parfois, me mettait mal à l'aise. Soudain, il s'est arrêté et m'a pris la main. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose. Il m'a conduite dans un coin isolé du parc, une petite clairière entourée d'arbres. Là, il a allumé un feu de camp et s'est assis à côté de moi. Il a sorti une bouteille de vin et 2 verres. Je me sentais un peu méfiante, mais je ne voulais pas paraître impolie. La conversation a alors brusquement changé de ton. Il ne parlait plus de ses aventures, mais a commencé à me poser des questions très personnelles. Je devenais de plus en plus mal à l'aise, mais je ne savais pas comment sortir de cette situation. Ces questions devenaient insistantes, intrusives. Il m'a parlé de ses fantasmes, de choses qui m'ont profondément dégoûté. J'ai essayé de changer de sujet, mais il ne m'écoutait pas. Mon comportement fuyant et mon absence de réaction à ses avances ont sans doute déclenché une frustration chez lui, et soudain, il s'est rapproché et m'a agrippé le bras avec force. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans un endroit spécial, un lieu où nous serions seuls. J'ai secoué la tête et tenté de me lever, mais il m'a serré encore plus fort. Je me suis senti piégé, terrifié, et à cet instant, mû par un pur instinct de survie, je lui ai donné un coup de pied entre les jambes. Cela l'a suffisamment surpris pour qu'il me relâche. J'ai alors réussi à me dégager et je me suis enfui en courant. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, sans me retourner. Je ne me suis arrêté qu'à la sortie du parc, où j'ai repris mon souffle avant de continuer à courir jusqu'à la route principale. Alors que je traversais le parc en courant, j'ai entendu ses pas derrière moi. Mais à un moment, il s'est arrêté. Malgré tout, je continuais à jeter des coups d'œil derrière, moi pour vérifier qu'il ne me poursuivait pas. Une fois sur la route, j'ai commencé à faire des signes à toutes les voitures qui passaient. Par chance, l'une d'elles s'est arrêtée. C'était une femme au volant. Je lui ai raconté ce qui venait de m'arriver et elle m'a emmené directement au poste de police. Une fois sur place, j'ai porté plainte et j'ai raconté aux agents tout ce qui s'était passé depuis ma première rencontre avec cet homme jusqu'au moment où il m'a conduite dans ce parc. Ce jour-là, je suis rentré chez moi dans un état lamentable. J'étais nerveuse, terrorisée. J'ai fermé toutes les portes et fenêtres à clé et je ne suis pas sorti pendant plusieurs jours.
Heureusement, j'étais en vacances, donc je n'avais aucune obligation de sortir si je ne le voulais pas. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Ils l'avaient enfin retrouvé et arrêté. Et même si cela m'a apporté un certain soulagement, je n'ai pas pu m'empêcher de rester sur mes gardes. Un peu paranoïaque, mais je suppose que c'est normal. Malgré le traumatisme, je n'ai pas supprimé mon profil sur l'application. J'ai continué à faire des rencontres en ligne, mais avec beaucoup plus de prudence. Il a fallu pas mal de temps avant que j'ose à nouveau accepter un rendez-vous. Cette expérience m'a profondément marqué, mais elle m'a aussi rendue plus forte. J'ai appris à faire confiance à mon instinct et à ne jamais laisser quelqu'un me faire sentir mal à l'aise ou en insécurité. Et surtout, j'ai compris que tout le monde n'est pas toujours ce qu'il prétend être. Depuis, je suis beaucoup plus vigilante lorsque je rencontre quelqu'un sur Internet. Je privilégie les lieux publics et j'informe toujours une personne de confiance de l'endroit où je vais et avec qui. Il y a plus de 15 ans, j'ai perdu ma femme dans les circonstances les plus tragiques et les plus douloureuses. Un conducteur ivre a mis fin à sa vie et pendant très longtemps, je suis resté prisonnier d'un cycle de tristesse et de solitude. Mais après des années de deuil, j'ai décidé qu'il était temps de tenter de reconstruire ma vie sentimentale. C'était au milieu des années 2000, peut-être 2005 ou 2006, je ne me souviens plus très bien, mais c'était à l'époque où les sites de rencontres commençaient à émerger. Sur les conseils d'amis, je me suis inscrit sur un site appelé Singles Connect. J'y ai créé un profil et mis en ligne quelques photos que je jugeais acceptables. À peine un jour plus tard, j'ai eu un match avec une femme qui semblait partager mes centres d'intérêt. Elle s'appelait Vienna, disait être de quelques années plus jeune que moi et, curieusement, vivait dans la même ville. Ce n'était pas une beauté de magazine, mais elle était attirante, et cela a suffi à éveiller mon intérêt. Peu à peu, notre conversation est devenue naturelle, et nous avons commencé à tisser une véritable amitié virtuelle. Mais de mon côté, des sentiments plus profonds ont commencé à naître. J'ai donc décidé de franchir une étape et de lui proposer un rendez-vous. « Vienna, ça te dirait d'aller boire un verre au bar du village ?» lui ai-je demandé avec un mélange d'espoir et de nervosité. À ma surprise, elle a accepté avec un enthousiasme presque inattendu. Vienna connaissait déjà les circonstances difficiles de ma vie, et dès le début, elle s'était montrée attentive et compréhensive. Le bar où nous avions convenu de nous retrouver était un lieu chaleureux, au style rustique, un point de rencontre pour toute la communauté, bien avant que le monde numérique prenne le dessus. Dans un petit village comme le nôtre, tout le monde se connaissait et les secrets étaient rares. Il était courant d'y voir les routiers ou les policiers d'eux, État s'y arrêter pour bavarder ou boire un verre. Vienna et moi avions fixé notre rendez-vous pour le lendemain, et bien sûr, je m'étais assuré d'être prêt. Cela faisait des années que je n'avais pas eu de rendez-vous, et l'angoisse me tordait l'estomac toute la journée. À l'approche de l'heure prévue, je me suis préparé. J'ai vérifié mes finances et j'ai soigneusement nettoyé ma voiture. Le bar se trouvait à seulement 5 minutes de chez moi, alors je suis parti un peu en avance pour avoir le temps de me détendre. En entrant, j'ai rapidement remarqué que Vienna n'était pas encore là. Je me suis dit qu'elle avait peut-être un peu de retard. Alors je me suis assis et je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais arrivé. Mais à mesure que les minutes passaient, je commençais à me sentir mal à l'aise. Sous les regards des autres clients, plusieurs me dévisageaient. Certains murmuraient à propos de ma tenue. La serveuse du bar, Sophie, une jeune étudiante qui travaillait là à mi-temps, était réputée pour connaître toutes les rumeurs et petites histoires du coin. Si quelque chose se disait dans le village, Sophie était au courant. Quand elle s'est approchée, elle a remarqué mon stress et m'a demandé d'un ton léger si j'attendais un rendez-vous spécial. J'ai répondu que oui. Quand je lui ai commandé un verre, elle s'est montrée curieuse de voir à quoi ressemblait Vienna et m'a demandé si je pouvais lui montrer une photo. Mais dès qu'elle a vu l'image, son visage a changé. Une expression d'inquiétude a traversé ses traits. Elle s'est contentée de murmurer une remarque polie avant de s'éloigner pour aller chercher ma boisson. Je ne pus m'empêcher de remarquer que Sophie semblait agitée. Pendant ce temps,
Je reçus un message de Vienna m'indiquant qu'elle arriverait dans 10 minutes, coincée dans les embouteillages. Pourtant, j'observais que Sophie avait commencé à parler discrètement avec d'autres clients. Et à ma grande surprise, tous me lançaient des regards furtifs. Puis mon téléphone vibra à nouveau. C'était un autre message de Vienna. Elle disait être à 5 minutes de là et que nous allions bientôt nous retrouver. Mais à ce moment précis, Sophie revint avec ma boisson. Je ne pus me retenir de lui demander de regarder de nouveau la photo de Vienna. En l'examinant, son expression changea, cette fois avec une inquiétude encore plus manifeste. « Tu sais vraiment qui est cette personne ?» me demanda-t-elle. « Oui. »« C'est ma cavalière de ce soir », répondis-je un peu déconcerté. « Non, en réalité, c'est un homme déguisé en femme. » Je restai figé. « Ce type est un escroc. Il rôde autour de personnes seules sur des sites de rencontres depuis des semaines. Il est sorti de prison il y a 6 mois. » Je restais sans voix. Mes jambes semblaient s'enfoncer dans le sol alors que j'essayais de digérer ses paroles. Un homme s'était fait passer pour une femme et avait profité de la solitude de gens comme moi. C'est peut-être une histoire qu'on entend fréquemment aujourd'hui dans les médias, mais à l'époque, cela semblait tout simplement impensable. Encore plus choquant, j'appris que cet escroc appartenait à une famille influente de la région. D'après Sophie, il avait déjà été arrêté pour avoir volé des hommes et des femmes. Rencontré sur des sites de rencontres, il était même allé jusqu'à pénétrer dans leur maison. Il avait purgé 2 années de prison et avait été libéré sous surveillance étroite. Il lui était formellement interdit d'utiliser des sites de rencontres, devait suivre une thérapie, porter un bracelet électronique et ne pas s'approcher de ses anciennes victimes. Sophie m'aida à gérer la situation, m'assurant qu'elle avait déjà appelé la police. Elle me conseilla aussi de rester calme et de ne rien faire de précipité avant l'arrivée des agents. J'étais furieux, mais je fis de mon mieux pour garder mon sang-froid. C'était un supplice d'être assis là, le dos tourné à un homme potentiellement dangereux. À cet instant, mon téléphone vibra à nouveau. Vienna disait qu'elle était sur le point d'arriver. La tension monta en flèche et une vague de colère mêlée de peur me submergea. Que se passerait-il lorsqu'il franchirait la porte? Je pensais à fuir, mais Sophie me dit qu'elle connaissait certains routiers présents dans la salle et qu'ils pourraient intervenir si les choses dégénéraient. Mais il fallait arrêter ce type. Enfin, la porte du bar s'ouvrit et Vienna entra. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. J'ai levé timidement la main pour faire signe, tentant de dissimuler la rage qui me bouillonnait dans les veines. Sophie, toujours professionnelle, s'approcha de Vienna et lui demanda si elle cherchait une table. Je n'arrivais pas à croire que c'était un homme. Certes, ce n'était pas la femme la plus séduisante ou la plus féminine, mais elle avait réellement l'air d'une femme. « Oh non, voici mon rendez-vous », répondit Vienna, et à cet instant, plusieurs voitures de police du comté s'arrêtèrent devant le bar. Le regard de haine qu'il me lança ne passa pas inaperçu, mais il se dirigea aussitôt vers la sortie arrière. Il n'alla pas bien loin. Un agent l'intercepta et le plaqua au sol d'un geste net. L'homme se mit à crier et à se débattre, clamant son innocence, affirmant qu'il était vraiment une femme. Mes nerfs étaient à vif, tandis que je regardais les policiers lui passer les menottes. Je savais que cette fois, il passerait beaucoup plus de temps derrière les barreaux que lors de sa première condemnation. Après cet épisode terrifiant, j'ai décidé de ne plus jamais envisager de rencontres en ligne. Chercher de la compagnie sur Internet est devenu pour moi un souvenir amer. Le monde numérique peut être extrêmement trompeur, et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est encore plus facile de tomber dans les griffes de n'importe quel arnaqueur ou déséquilibré. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. Il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience effrayante qui me donne encore des frissons. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Adam, j'ai 21 ans et je suis étudiant en ingénierie. Comme vous pouvez l'imaginer, ma vie n'a pas été remplie de rendez-vous et d'histoires d'amour. Je suis très concentré sur mes études. Mais un soir, tout a changé. Tout a commencé alors que je me trouvais dans l'appartement d'un camarade de classe nommé Miguel, qui venait tout juste de rencontrer une fille via une application de rencontre appelée Amour en ligne. Je n'avais jamais entendu parler de cette application, mais elle semblait bien fonctionner pour eux.
car ils passaient une soirée agréable ensemble. Elle était sympathique et attirante, mais plus la conversation avançait, plus une petite pointe d'insécurité commença à me ronger. La relation de Miguel semblait parfaite, et je ne pouvais m'empêcher d'envier sa chance, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Avec ce sentiment en tête, j'ai décidé de me lancer dans les rencontres en ligne, d'autant plus que Miguel m'avait assuré qu'Amour en ligne était une application fiable. Après quelques hésitations, je me suis inscrit et j'ai payé l'abonnement de 30 $. Une fois mon profil créé, avec des photos et quelques informations personnelles, j'étais à la fois nerveux et excité. Mais la première semaine fut décevante. Je n'ai eu aucune correspondance significative, et les rares filles avec qui j'ai échangé semblaient peu sincères, voire carrément suspectes. Découragé, j'ai laissé l'application de côté pendant quelque temps. Quelques semaines plus tard, alors que je regardais un film entre amis, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était une notification d'Amour en ligne. Sans trop réfléchir, j'ai ouvert le message et là, surprise, j'avais eu un match avec une fille nommée Amar. Elle était magnifique, fine, et son sourire illuminait littéralement l'écran. En lisant son profil, j'ai découvert avec étonnement qu'elle étudiait aussi l'ingénierie dans ma propre université et qu'elle habitait à quelques rues de chez moi. Nous avons donc commencé à discuter et au bout d'un moment, Amar m'a fait un compliment en me disant que j'étais beau. Ce message m'a rempli d'euphorie. Les conversations se sont enchaînées avec fluidité. Et nous avons vite découvert que nous partagions plusieurs passions, comme les jeux vidéo et les films de science-fiction. Après quelques jours d'échange, nous avons décidé de continuer nos discussions par SMS. La transition s'est faite naturellement, dans la continuité de nos échanges légers et amusants. Mais quelque chose changea lorsque Amar commença à devenir plus audacieuse dans ses messages. Au fil des jours, ses paroles prirent une tournure plus intime, plus suggestive, et comme tout jeune homme de 21 ans, je me suis laissé entraîner dans le jeu. Nous avons fini par échanger quelques photos, et une nuit, pris dans un élan d'impulsivité que je regrette profondément aujourd'hui, je lui ai envoyé une photo de moi nu. Sur le moment, l'échange était grisant. Mais dès le lendemain, je remarquai que je n'avais aucune réponse. Chaque heure, sans nouvelles, augmentait mon inquiétude, car Amar avait toujours été très réactive. Dans l'après-midi, alors que je me préparais à étudier, mon téléphone sonna soudainement. C'était un appel d'Amar. J'ai poussé un soupir de soulagement, pensant qu'elle allait s'excuser ou m'expliquer son absence. En plus, c'était la première fois qu'elle m'appelait, puisque toute notre communication jusque-là s'était faite par message. J'ai décroché avec curiosité, mais à la place de sa voix, une voix grave et masculine résonna à l'autre bout du fil, et j'en fus pétrifié. « Qu'est-ce qu'une photo aussi intime de toi fait dans le téléphone de ma fille ?» lança soudainement une voix d'homme. Mon cœur s'arrêta net. Je raccrochai aussitôt, une vague de panique m'envahissant. J'effaçai immédiatement l'application et tout ce qui avait un lien avec Ambar, pensant que c'était la chose la plus prudente à faire. Mais une question continuait de me tourmenter. Avait-elle menti sur son âge, ou bien tout cela était-il un piège savamment orchestré pour m'atteindre? Quelques minutes plus tard, je reçus un autre message. « Rappelle-moi maintenant. Ou prépare-toi à finir en prison d'ici 1 heure. » Je paniquais complètement. J'étais incapable de savoir si tout cela était réel ou si j'étais plongé dans un cauchemar. Avec une boule dans la gorge, j'appelais de nouveau le numéro pour tenter d'expliquer à ce prétendu père que j'avais échangé avec Ambar parce que son profil indiquait qu'elle avait 19 ans. Mais je ne récoltais que des cris, des insultes et des accusations violentes. Je me sentais piégé, sans issue, pendant que cet homme me traitait de monstre, me menaçait d'alerter les autorités. Je ne peux pas laisser ça détruire ma vie. Ou en pensais-je, le souffle coupé. S'il vous plaît, calmons-nous. Je veux régler ça. Et puis, d'une voix glaciale, il formula une exigence. Envoie-moi 1 000 $ et je ne dirai rien. Le problème, c'est que je n'avais que 700 $ en économie. Mais dans ma panique, je me suis dit que c'était toujours mieux que de faire face à des conséquences légales. Désespéré, je lui ai demandé si je pouvais impliquer mes parents pour réunir le reste. Il accepta, mais exigea que je ne leur parle surtout pas du fond de l'affaire. Malgré tout,
Après une discussion longue et difficile avec mes parents, nous avons réussi à rassembler la somme. Mais mon père refusa catégoriquement de transférer le moindre centime tant qu'il n'aurait pas lui-même parlé à cet homme. Et il était clair qu'il n'allait pas se laisser intimider. Après un échange musclé de messages, durant lequel mon père lui opposa un refus ferme et clair, nous reçûmes un dernier message. « Profite bien de ta liberté, parce que ce n'est pas terminé. » Je restais figé. Mon cœur s'était littéralement enfoncé dans ma poitrine. Tout cela semblait irréel. Mais c'était bel et bien en train de se produire. Mes parents, cependant, réussirent à m'apaiser. Ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'une arnaque, d'un piège destiné à terroriser les jeunes un peu trop naïfs. Au fil des jours, je n'arrêtais pas de me retourner dans la rue, guettant l'arrivée d'un policier à ma porte. Mais personne n'est jamais venu. Et après quelques semaines, le numéro du soi-disant père disparut. Et peu à peu, la peur aussi. Même aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai été victime d'un chantage aussi. J'ai frôlé quelque chose de bien plus sombre. Mes parents pensent que tout était un mensonge et qu'Ambar n'a jamais existé. Mais moi, au fond, je garde cette inquiétude sourde que peut-être tout cela était bien réel. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une fille nommée Marlena sur Tinder. Elle m'avait dit qu'elle avait 20 ans et qu'elle travaillait dans un supermarché. Elle m'avait confié qu'elle économisait pour payer ses études universitaires, ce qui m'avait tout de suite plu. C'était une fille ambitieuse et déterminée, exactement le genre de personne que je respecte. Comme j'étais moi aussi une personne indépendante et motivée, son profil avait retenu toute mon attention. Nous avons commencé à nous envoyer des messages très régulièrement. De mon côté, j'avais aussi décroché un emploi dans une grande enseigne. Tout semblait bien aller. Un jour, j'ai proposé à Marlena de se rencontrer en vrai. Elle m'a donné l'adresse d'un petit café, et j'y suis arrivé pile à l'heure. Je me suis installé près d'une grande baie vitrée donnant sur la rue et ai commencé à consulter mon téléphone en l'attendant. Mais au bout d'un moment, j'ai ressenti une sensation étrange. Celle qu'on ressent lorsqu'on sent qu'on est observé, c'était fort, presque physique. Je n'avais encore rien vu, mais j'étais sûr d'être scruté. J'ai regardé dehors. La rue était pleine de passants. Difficile de repérer quelqu'un en particulier. J'ai donc balayé l'idée de mon esprit. Mais quelques secondes plus tard, ce sentiment revint, plus fort encore. Cette fois, je me suis retourné brusquement. Et comme si mes yeux savaient exactement où regarder, je vis une silhouette essayant de se dissimuler derrière un arbre, juste de l'autre côté de la rue. Mon regard resta figé, mais c'est à cet instant précis que la porte du café s'ouvrit et Marlena entra. Elle s'approcha avec un sourire et me lança « Tu me cherchais ?» Sa remarque me fit sourire, même si j'étais encore un peu troublé. Après l'avoir accueillie avec une bise sur la joue, je lui racontai brièvement l'incident étrange que je venais de vivre. Mais très vite, nous avons mis ça de côté et commencé à discuter de choses plus légères. Marlena et moi avons passé un moment vraiment agréable ensemble, et à partir de ce jour, nous avons commencé à nous rapprocher davantage. Elle restait souvent chez moi après le travail, et en général, tout se passait à merveille. Pourtant, il m'arrivait de la surprendre, perdue dans ses pensées, comme si elle se trouvait dans un monde parallèle. Inaccessible. Un soir, nous étions allés au cinéma, mais en plein milieu du film, elle se leva soudainement et dit simplement « Je veux rentrer ». Je pensais qu'elle se sentait mal. Alors, nous sommes montés dans la voiture et je l'ai raccompagnée chez moi. Elle resta silencieuse pendant tout le trajet. Une fois arrivée, je lui ai demandé ce qui s'était passé, pensant naturellement qu'elle avait eu un malaise. Mais elle me lança un regard furieux et répondit que oui, elle en avait marre que je fixe l'actrice à l'écran, comme si elle-même n'était même pas là. Honnêtement, j'ai ri. Je trouvais ça presque mignon qu'elle soit jalouse d'une actrice dans un film. Je me suis dit que cela voulait dire qu'elle tenait à moi. Ce soir-là, je lui ai préparé le dîner et tout s'est arrangé, mais plus le temps passait, plus je sentais qu'il y avait quelque chose de profondément étrange chez elle. Un soir, je suis sorti boire un verre avec 2 collègues. Marlena voulait venir, mais je lui avais dit que j'avais déjà prévu autre chose et que nous nous verrions le lendemain. Je suis rentré vers 23 heures, passablement ivre, et je suis allé me coucher.
Je ne me souviens pas combien de temps j'ai dormi, mais à un moment, j'ai ressenti une étrange tension dans la maison. Une sensation que je n'arrivais pas à expliquer, mais qui m'a glacé. J'ai ouvert lentement les yeux, et en regardant vers la porte, j'ai senti mon cœur remonter dans ma gorge. Je l'avais laissée entr'ouverte en allant me coucher. Mais ce qui m'a vraiment terrifié, c'est de voir Marlena debout là, parfaitement immobile, éclairée à moitié par la lumière du salon, avec une expression que je n'oublierai jamais. Elle avait l'air figée, presque irréelle. Mon souffle s'est coupé, j'ai frissonné violemment. Bon sang, Marlena, tu m'as fichu une sacrée trouille. Elle s'est mise à rire, comme si tout cela était une blague hilarante. Puis elle est venue lentement s'allonger contre moi et s'est endormie. Je suis moi-même retombé dans le sommeil, essayant de ne pas trop m'attarder sur cet épisode troublant, en me disant que j'en parlerais avec elle au matin. Le lendemain, elle n'était plus là. Je l'ai immédiatement appelée. « Marlena, qu'est-ce que tu faisais chez moi cette nuit ?» Je m'apprêtais à lui dire que je n'aimais pas qu'on entre chez moi sans prévenir. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle répondit « De quoi tu parles, Fred ? J'étais chez ma mère hier soir. Tu m'as dit que tu avais d'autres plans. Alors j'en ai profité pour faire les miens. T'es sûr que c'était moi ?» Cette question me glaça. Son ton était sérieux, posé, presque moqueur. « Tu étais là, je t'ai vu. Tu me regardais dormir. » Lui ai-je lancé incertain. Elle éclata de rire, puis dit « Oh Fred, tu as sûrement rêvé de moi. Je te l'avais dit, tu t'ennuieras de moi quand je ne serai plus là. À ce soir, mon amour. » Elle raccrocha immédiatement, me laissant stupéfait, avec un profond malaise dans l'estomac. Je n'arrivais pas à me concentrer de toute la journée. Le souvenir était si net. J'avais presque senti son corps contre le mien cette nuit-là. Je finis par me convaincre que j'avais trop bu et que mon esprit m'avait joué des tours. Quelques jours plus tard, j'ai donné rendez-vous à Marlena dans le même café où nous nous étions rencontrés. Nous avons discuté tranquillement, et à un moment, une collègue à moi, Pamela, est entrée. Je les ai présentés. Marlena lui sourit, poliment. Après un moment au café, nous sommes rentrés à la maison. C'était un dimanche, alors je lui ai proposé de rester dormir. Elle a accepté. Je préparais des frites dans la cuisine quand, en me retournant, je la vis debout juste derrière moi, sans un mot, le visage totalement neutre. Surpris, j'ai lâché « Bon sang, Marlena, tu vas arrêter de faire ça un jour ?» Elle répondit calmement « Faire quoi ?»« Depuis combien de temps tu étais là ?» Lui demandai-je. C'est un peu flippant, tu sais. Je ne sais pas ce que j'ai dit qui l'a autant contrarié, mais son expression changea brutalement. D'un ton sec, elle demanda « Et Pamela, alors ?» Je ne m'y attendais pas du tout. Pamela nous avait à peine adressé quelques mots. Marlena, elle, était visiblement en colère. Je la regardais, les yeux écarquillés. « Marlena, tu t'imagines des choses ?» Marlena et moi avons passé de plus en plus de temps ensemble après cette fameuse rencontre. Elle restait souvent dormir chez moi, et la plupart du temps, tout se déroulait dans une ambiance agréable. Mais parfois, je la surprenais plongée dans une sorte de transe silencieuse, comme si son esprit s'échappait dans une réalité qui m'était complètement inaccessible. Un soir, alors que nous étions au cinéma, elle se leva brusquement au milieu du film et déclara simplement « Je veux rentrer ». Je pensais qu'elle se sentait mal, alors nous sommes repartis, et je l'ai ramenée chez moi. Elle ne dit pas un mot pendant tout le trajet. Une fois à la maison, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Je croyais tout naturellement qu'elle avait eu un malaise. Mais elle me lança un regard noir et répondit « Oui, j'en ai assez de te voir fixer cette actrice comme si je n'étais même pas là. » Sa jalousie soudaine me fit d'abord sourire. Je trouvais cela presque attendrissant qu'elle tienne autant à moi. Je lui ai préparé à manger et tout sembla revenir à la normale. Mais avec le temps, je commençais à percevoir que quelque chose n'allait pas du tout. Un soir, je suis sorti boire quelques verres avec 2 collègues. Marlena voulait venir, mais je lui avais dit que j'avais déjà prévu autre chose. Je suis rentré vers 23 heures. Bien éméché, je me suis allongé directement sur mon lit. À un moment, j'ai ressenti une étrange présence dans la maison. J'ai ouvert lentement les yeux. Et là, j'ai vu Marlena debout, immobile dans l'embrasure de la porte, me fixant avec une expression vide, figée dans la pénombre. Je sursautai violemment. « Marlena, tu m'as fait peur. »
lançai-je, le souffle coupé. Elle éclata de rire, comme si tout cela était une farce. Elle s'approcha lentement, se coucha près de moi et s'endormit. Le lendemain matin, elle avait disparu. Je l'appelai aussitôt. « Marlena, qu'est-ce que tu faisais chez moi cette nuit ?» Mais avant que je ne dise autre chose, elle répondit d'un ton parfaitement sérieux. « De quoi tu parles ? J'étais chez ma mère. Tu m'avais dit que tu avais des plans, alors j'en ai fait aussi. Tu es sûr que tu n'as pas rêvé ?» Son calme me glaça. « Tu étais là, j'en suis sûr, » insistai-je, mais elle éclata de rire et dit « Oh Fred, tu vas voir, tu regretteras mon absence. À ce soir. » Elle raccrocha immédiatement, me laissant avec un profond malaise. Quelques jours plus tard, je lui ai donné rendez-vous dans le café où nous nous étions rencontrés. Alors que nous discutions, une collègue à moi, Pamela, entra. Je l'ai présentée brièvement. Marlena lui adressa un sourire. Le soir venu, je proposai à Marlena de rester dormir, ce qu'elle accepta. Je préparais des frites dans la cuisine quand, en me retournant, je la vis juste derrière moi, sans bruit, avec un visage parfaitement neutre. Je sursautai. « Bon sang, Marlena, tu peux arrêter de faire ça ?» Elle répondit. « Faire quoi ?» Je lui demandai depuis combien de temps elle était là. Je lui dis que c'était un peu inquiétant. Elle resta silencieuse un moment, puis lança soudainement, visiblement irritée. « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Pamela ?» Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Marlena était en colère. J'essayais de rester calme. « Marlena, on travaille ensemble. » C'était une simple coïncidence qu'elle passe au café aujourd'hui. Mais ce que Marlena fit ensuite dépassa tout ce que j'aurais pu imaginer. Submergée par une colère incontrôlable, elle saisit une poêle encore chaude sur la cuisinière. Et, avant que je puisse réagir, elle me frappa à la tête. Je perdis connaissance dans un hurlement de douleur. Quand je repris conscience, ma tête me faisait affreusement mal, mon corps aussi. En essayant de bouger, je réalisais que j'étais ligoté, les poignets et les chevilles attachés, enfermé dans mon propre placard. J'avais aussi la bouche bâillonnée. Mon dos et mes bras me brûlaient. J'avais été blessé au visage, à la tête et probablement ailleurs. Puis j'entendis une voix familière. « Où est Fred? Est-ce qu'il va bien ?» C'était Pamela. Mais ce qui me terrifia encore plus, ce fut la réponse de Marlena. Elle parlait comme si de rien n'était. Puis je vis les deux entrer dans ma chambre. Marlena déclara « Fred parle beaucoup de toi. Vous êtes proches, non ?» Pamela, mal à l'aise, répondit « Oui, on est bons amis. Il avait besoin d'aide. Il est là. » C'est alors que je vis Marlena tenir un couteau derrière son dos. Je compris qu'elle comptait faire du mal à Pamela. J'essayais de me libérer de toutes mes forces, provoquant du bruit dans le placard. Pamela se leva. « C'est quoi ce bruit ?» Et Marlena, avec un ton étrange, dit « On dirait que ça vient du placard. Tu veux aller voir ?» Pamela, sans se douter de quoi que ce soit, s'approcha, ouvrit la porte et me découvrit ensanglanté et ligoté. Elle eut un cri d'horreur et se retourna, juste à temps pour voir Marlena lever son couteau. Mais à ce moment précis, j'avais réussi à libérer mes mains. Dans un geste instinctif, je me jetai entre elles deux. Le couteau m'atteignit au bras. Je hurlai de douleur, mais j'eus la force de frapper Marlena pour la neutraliser. Ce fut la première, et j'espère la dernière, fois que je frappais une femme. Mais c'était une question de survie. Marlena était hors de contrôle, dangereuse, armée et prête à tuer. Après cela, j'appelai la police. En moins de 10 minutes, 2 voitures et une ambulance étaient devant mon immeuble. Les secours m'ont transporté à l'hôpital. J'ai reçu 6 points de suture au bras, 3 sur le front, et j'ai été traité pour des brûlures, au 2e degré, sur le visage, la tête et le dos. Les médecins pensent qu'elle m'a frappé, encore plusieurs fois après que je sois tombé inconscient. Pamela a tout raconté aux policiers. Marlena l'avait piégée pour l'attirer chez moi. Quelques semaines plus tard, la police m'a rappelé. Marlena avait été placée dans une institution psychiatrique. On m'a dit qu'elle souffrait de perte de mémoire à court terme, sans doute aggravée par les événements. J'ai demandé qu'il contacte sa famille. Mais on m'a appris que ses parents étaient décédés depuis longtemps et qu'elle n'avait personne dans le pays. J'aimerais pouvoir dire que tout cela est derrière moi. Mais certains cauchemars laissent des cicatrices qui mettent beaucoup de temps à guérir. En apprenant cela, j'ai ressenti une étrange forme de pitié pour Marlena. Une part de moi envisageait même d'aller lui rendre visite. Alors, j'ai demandé à l'agent comment elle allait maintenant.
Sa réponse me glaça le sang. Il m'expliqua qu'elle parlait toute seule et riait sans raison apparente, mais que parfois elle appelait le médecin, en l'appelant par mon prénom. « Ne t'inquiète pas, Freddy. Je te reverrai. J'aime te regarder dormir. » Ces mots m'ont profondément perturbé. Et à cet instant, j'ai su, avec certitude, que je ne voulais plus jamais revoir Marlena. Plus jamais. Je m'appelle Oliver, et tout a commencé à 3 heures du matin, le jour où j'ai conduit ma petite amie Amelia d'urgence à l'hôpital. C'était l'un des moments les plus angoissants de ma vie. Elle avait perdu connaissance, et je sentais mon cœur cogner dans ma gorge. À peine arrivée aux urgences, les médecins l'ont prise en charge immédiatement. Mais l'attente me rongeait. Je savais que je devais prévenir Anne, la sœur d'Amelia. Alors j'ai saisi mon téléphone et je l'ai appelée, presque en suppliant qu'elle vienne vite. Anne est arrivée quelques minutes plus tard et s'est figée devant la porte vitrée de la salle d'examen, regardant, impuissante, les médecins s'activer autour de sa sœur. « Oliver, viens t'asseoir ici. Raconte-moi ce qui s'est passé, » dit-elle d'une voix tremblante. Tout avait commencé quelques heures plus tôt, lorsque nous étions allés voir un film dans le centre commercial près de chez nous. Le film était franchement mauvais, et la salle s'était peu à peu vidée. Finalement, vers minuit, les lumières furent éteintes, et il ne restait qu'un petit groupe de spectateurs, nous y compris. Lorsque la séance s'est terminée, nous nous sommes dirigés vers la sortie. Le centre commercial désert résonnait de nos seuls pas. Amelia avait hâte de rentrer. « Allez, Oliver, la soirée a assez duré, » dit-elle un peu impatiente. Mais moi, je voulais prolonger ce moment. « Attends encore un peu, s'il te plaît. J'aimerais profiter de cette nuit avec toi. » lui ai-je demandé en souriant. Elle a accepté. « D'accord, mais pas plus de 15 minutes. » Nous avons alors déambulé dans les couloirs silencieux. Il y avait quelque chose de magique dans cet endroit vide. À un moment donné, j'ai pris sa main, l'ai regardée dans les yeux et j'ai demandé « Amelia, veux-tu m'épouser ?» Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Son visage s'est illuminé. « Oui, je le savais. J'avais comme une intuition. » Elle répondit sans hésiter. J'étais fou de joie. « Je t'aime, » lui ai-je murmuré. On s'est embrassé longuement, rempli d'émotions et de promesses. Puis elle m'a rappelé l'heure. Il est presque 1 heure. On devrait rentrer. Main dans la main, nous sommes allés jusqu'au parking. Mais en arrivant près de la voiture, la lumière du garage s'est mise à clignoter. « C'est moi ou c'est bizarre ?» dit-elle. On pensa à une simple panne électrique. Je montai dans la voiture et tentai de démarrer, mais le moteur refusa de se lancer. J'essayais encore, mais rien. Frustré, j'ouvris le capot pour vérifier. Rien de visible. Puis je refermai la trappe et regardai vers Amelia, toujours dans la voiture. Son visage était figé par la peur. « Oliver, derrière toi !» Je me retournai d'un coup. Une vieille femme se tenait là, à quelques mètres. Elle avait les vêtements en lambeaux, l'allure d'un être abandonné, et un regard vide, presque spectral. Un frisson me parcourut l'échine. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps elle était là. Amelia, terrifiée, resta dans la voiture. « Reste calme, tout va bien, » lui dis-je. Par précaution, je sortis discrètement une arme du coffre et la gardai dans ma poche. Je m'approchai de la vieille dame. « Madame, vous allez bien? Que faites-vous ici à cette heure ?» Elle ne répondait pas. Elle me fixait en silence. Amelia, inquiète, sortit du véhicule pour se joindre à moi. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-elle doucement. Sans prévenir, la femme s'effondra au sol. Nous courûmes vers elle. Amelia cria. Oliver va chercher de l'eau dans la voiture. Je fis demi-tour en courant. Mais à peine avais-je ouvert la portière que j'entendis un hurlement. Je levai les yeux. La vieille femme s'était redressée et tenait Amelia par les cheveux avec une force inhumaine. Elle la traînait sur le sol. « Lâche-la !» criai-je, fonçant vers elle. Et c'est là que je vis la chose la plus terrifiante de ma vie. La vieille femme se transformer, sa bouche s'ouvrit d'une manière grotesque, poussant un cri si puissant que le sol lui-même semblait vibrer. Sa peau, déjà pâle et parcheminée, s'était encore plus fripée, tirée sur ses os comme du cuir ancien. Elle n'avait plus rien d'humain. Paralysé par l'horreur, je fixais la scène sans pouvoir détourner le regard, tandis que ma fiancée hurlait appelant à l'aide. Mes genoux tremblaient de peur, mais j'ai tout de même sorti mon arme. En voyant la scène devenir de plus en plus terrifiante, je tirai 2 fois, mais elle me fixa simplement,
comme si les balles ne l'avaient même pas effleurée. D'un geste violent, elle fit heurter la tête d'Amélia contre le sol. Puis, soudainement, tout devint silencieux. L'obscurité nous enveloppa. Je n'entendais plus rien. Et la créature, car ce n'était plus une femme, s'éleva dans les airs, avançant lentement vers moi. Son corps flottait sans effort, et la peur m'envahit de façon absolue. Incapable de réfléchir, je fis ce qui me sembla le plus logique à cet instant. Je courus vers le bouton d'alarme de sécurité. « À l'aide, je vous en supplie !» D'eau criai-je en appuyant frénétiquement sur le bouton. Une sirène perça le silence, résonnant dans tout le parking, mais à ce moment-là, elle me rattrapa, me projeta violemment au sol, grimpa sur ma poitrine et serra ma gorge de toutes ses forces. J'étais en train d'étouffer, l'air me manquait, ma vision se troublait. Puis, dans un flou lointain, j'aperçus plusieurs agents de sécurité courir dans notre direction. Une lueur d'espoir. En un éclair, la vieille femme se leva et disparut dans les airs, s'évaporant littéralement comme si elle n'avait jamais été là. « Que vous est-il arrivé ?» demanda l'un des gardes, visiblement choqué. Mais je n'avais qu'une seule pensée en tête, Amélia. Elle était toujours étendue sur le sol. Je me précipitai vers elle. « Réveille-toi, Amélia !» hurlai-je, mais elle ne répondait pas. « Vous avez vu cette femme ?» me demanda le garde, encore sous le choc. Mais je ne pouvais pas perdre une seconde. Je soulevai Amélia dans mes bras et courus vers la voiture. Je roulais comme un fou, brûlant tous les feux rouges. À l'hôpital, elle ne bougeait toujours pas. Un médecin arriva en courant, et après l'avoir examinée, il me dit « Elle va s'en sortir. Elle a besoin de repos. » Anne, sa sœur, souffla de soulagement. Mais pour moi, l'angoisse ne faisait que commencer. « Il faut qu'on retourne au centre commercial, » dit-elle. J'acceptais sans hésiter, entre le besoin de réponse et la peur viscérale de ce que nous avions vécu. De retour sur place, le même garde de sécurité était là. Je fonçai vers lui. Qui était cette femme? Pourquoi nous a-t-elle attaqués? Son regard s'assombrit. Ce n'est pas une personne. Elle n'appartient plus à ce monde. Il y a 2 ans, une femme a été mortellement renversée ici même, dans ce parking. Depuis, son esprit erre. Ceux qui l'ignorent n'ont rien à craindre. Mais si on interagit avec elle, elle devient dangereuse. Mon esprit essayait de comprendre ce qu'il venait de dire. « Ma voiture ?» balbutiai-je. Il hocha la tête. L'énergie spirituelle perturbe souvent les véhicules, surtout autour de minuit. Je déglutis, tentant d'assembler les pièces du puzzle. Tout cela semblait irréel. Mais je l'avais vécu. Cette nuit-là, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'était effacée. Et d'une manière que je ne m'explique toujours pas, Amélia et moi étions encore en vie,